Je vous ai déjà parlé du contrôle et des peurs. Du contrôle, des résistances, de l'organisation, la... comment dire c'est un petit chat que j'entends. Et en fait, ce contrôle est très représentatif, en fait. Plus il y a de contrôle dans nos vies, dans nos actions, dans notre manière de gérer la maison, la famille, notre couple, notre travail, nous-mêmes. Est-ce qu'on s'autorise? Est-ce qu'on s'autorise à s'offrir ce qu'il y a de mieux? Est-ce qu'on est équilibré dans le donner et le recevoir? Parfois, on est très généreux, on offre beaucoup. On offre beaucoup en temps, en disponibilité, en gentillesse, en amour, on donne, on offre, en petits gestes, en manifestation positive pour l'autre. Et parfois, on ne se donne pas à soi-même le quart, à nous-mêmes. Il y a des métiers aussi comme ça. Moi, j'ai connu des cuisiniers, des chefs qui aiment tellement faire plaisir, qui offrent, qui donnent, qui partagent et bon, qui reçoivent quelque part aussi, parce qu'ils reçoivent euh, en contrepartie, mais parfois ils donnent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais un couple d'amis cuisiniers, je pense à eux notamment, qui aimaient vraiment beaucoup faire plaisir, qui étaient très dans le don de soi. Souvent, c'est pas facile d'équilibrer quand on a pris ces habitudes-là ou quand on a été élevé comme ça, avec des schémas parentaux comme ça, comme quoi c'était ça la normalité, c'était ça qui était bien. Eh bien, on a beaucoup de mal plus tard dans la vie d'équilibrer le donner et le recevoir. Parce que pendant toute une partie de sa vie, déjà, on ne se rend pas compte que c'est déséquilibré. Et pendant toute une partie de sa vie, en fait, ensuite, on s'en rend compte, c'est en conscience, mais on l'accepte et on se dit que on est content de faire plaisir. Voilà, que c'est notre personnalité, c'est notre générosité, on aime faire plaisir. Et ce qui est vrai, et ce qui est vrai, et ce qu'il ne faut pas changer. Simplement, faire plaisir ne veut pas dire faire plaisir à tout le monde sauf à soi-même. Et c'est bien de voir aussi vraiment concrètement qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit. Globalement, pas forcément des mêmes personnes. Hein. C'est pas forcément, c'est même d'ailleurs pas du tout. Je donne quelque chose pour recevoir quelque chose. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est dans le sens que cette énergie de donner et de recevoir circule et dans la vie, on est confiant à recevoir des compliments, des cadeaux, de l'aide, plein de choses. Et puis, à un moment donné, quand on a une personnalité très contrôlante, justement, ça va en général, ça va avec les patterns de stressé, angoissé. Donc, comme on est stressé, angoissé, on veut tout contrôler, on veut tout anticiper. Moi, pendant des années, j'ai cru que c'était une super qualité. J'étais comme ça dans mon job, j'étais comme ça dans ma vie. Je me disais que ça me faisait gagner du temps, que ça m'économisait tout, du temps, de l'argent, trouver des promos, organiser tout en avance, les vacances, enfin tout planifier, organiser, etc., etc. Et dans le boulot, énormément. D'ailleurs, on me demandait, mais comme par hasard, quand on est comme ça, on trouve des boulots qui vous demandent ça, qui vous demandent d'anticiper tout. Je me souviens, quand j'étais à Monaco, au Méridien, je faisais même des courriers. Je savais en anticipation, mon boss n'avait même pas encore vu le problème. J'avais déjà, par exemple, la plainte du client.
j'avais déjà fait mon enquête de savoir ce qui s'était passé et j'avais déjà proposé une réponse et je présentais le tout en fait à mon boss en même temps. J'avais anticipé parce qu'à force je connaissais son fonctionnement, sa manière de penser, son fonctionnement commercial, relationnel, donc je savais ce qu'il allait dire. De toute façon, je faisais une proposition, je me disais si il veut modifier, je referai. Mais je venais avec déjà des clés en main et des solutions. Donc j'avais déjà anticipé, il n'avait même pas encore connaissance du problème, que j'avais déjà tout, comment dire, audité, et que j'avais déjà formulé des réponses, par exemple, dans une courrier, un voucher, une réinvitation, etc., etc. Tout était prêt, il n'avait plus qu'à signer et c'est parti au courrier. Et pendant des années, moi j'ai pensé que c'était super d'être comme ça en fait. Et oui, bien sûr, je ne dis pas que c'est bien d'être organisé, c'est bien d'anticiper certaines choses quand même, etc., etc. Le problème, c'est que quand on vit comme ça, on vit tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le futur. On vit jamais dans le moment présent. On est tout le temps dans un stress de vouloir tout anticiper, planifier dans sa vie. Et on s'en rend pas compte, évidemment. On s'en rend pas compte. C'est comme un rush toujours à anticiper plus, à prévoir plus, à contrôler plus. Cette idée du contrôle masque d'énormes peurs en fait. D'énormes peurs. Plus il y a du contrôle, plus il y a des peurs en fait. C'est très simple. Cette volonté de contrôle, d'imposer les choses, de cadrer les choses, pour plein de choses, à la fin, nous font devenir une personne que de rigueur en fait. Que de rigueur, de manque de souplesse, qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler, qui veut tout, alors soi-disant. Et c'est marrant parce que, évidemment, en étant comme ça, j'ai attiré plein de situations professionnelles comme ça, plein de copines ou de copains comme ça, de relations. Ah, c'est sûr qu'on se complaisait bien tous là-dedans. Et je le vois maintenant avec le recul, maintenant que je suis sortie de ça. Et maintenant, mais quel kiff maintenant de ne pas contrôler, de ne pas ranger des fois, de ne pas anticiper, mais de se laisser surprendre par la vie. En fait, quand on veut tout contrôler, on n'a aucune confiance dans la vie. On n'a aucune confiance dans les autres. Ça, c'est encore un travail que je suis en train de faire, qui n'est pas rétabli à 100%. Souvent, on a eu des grosses blessures de trahison et d'abandon. Donc, on pense qu'en contrôlant tout, eh bien, ça va éviter d'avoir des mauvaises surprises, on va éviter de souffrir, on va éviter encore d'être déçu, on va éviter d'être trahi, d'être abandonné, etc., etc. Mais tout ça, c'est un leurre complet en fait. C'est une zone de sécurité en fait qu'on pense, qui est fausse. Mais on pense être dans cette zone de sécurité en contrôlant tout. En fait, c'est une armure qu'on se construit autour de soi. Bien sûr, on ne contrôle rien du tout. On ne peut pas contrôler la vie. On ne contrôle pas la vie. On ne contrôle pas notre destin, même si bien sûr on a notre libre arbitre. Mais les choses quand même qui sont prévues pour nous. Et tout ça nous crée une carapace qui nous-mêmes nous empêche de nous relier en fait à nous-mêmes. Et c'est ça le plus triste. Donc à un moment donné, il faut se rendre compte de tout ça, prendre conscience et enlever toute cette armure, toute cette couche pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Voilà. C'est indispensable. C'est indispensable pour se reconnecter à soi, à son cœur, pour être en paix, pour être libre. Parce qu'en fait, c'est un énorme, énorme attachement. Et c'est vraiment marrant parce que les personnes en général qui veulent contrôler,
qui veulent tout anticiper, qui veulent tout régir, sont des personnes qui aspirent à énormément de liberté. C'est là où c'est complètement en dualité, que c'est complètement contradictoire, parce qu'en fait, c'est quand on sort de ça qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas pire aliénation en fait. Ce contrôle, c'est une aliénation complète de soi. C'est un enfermement, voilà, où on veut être dans des cases, dans des... J'ai une allergie. Ah, on veut être, voilà, que ce soit tellement carré, prévu, prévisible, organisé, etc. En fait, il n'y a aucune place pour laisser rentrer l'abondance et pour laisser rentrer... Alors, il y a des gens qui sont organisés, qui ont de l'abondance et tout ça, hein. Oui, ça peut. Mais quand même, il n'y a aucun espace pour laisser rentrer la magie de la vie. Pour laisser rentrer les surprises de la vie. Et moi qui adore autant, en fait, les surprises, et qui ai toujours cherché ça à l'extérieur, chez quelqu'un d'autre, chez un compagnon, chez des amis, dans un job, qu'on m'apporte des surprises, d'être surprise par la vie. Et en fait, j'espérais ça, je souhaitais ça, mais sauf qu'il y avait un mur, il y avait des rideaux, mais complètement fermés, murés. Mais les surprises, elles ne risquaient pas d'arriver en fait, parce que on s'enferme dans cette rigueur. Et on se rend compte de ça ensuite et on se dit, mon Dieu, mais comment c'est possible de ne pas avoir vu ça avant? On est tellement enfermé dedans, en fait, qu'on se rend compte de rien. On se rend compte de rien. Et c'est vrai qu'on est content d'être comme ça, on est content de contrôler. Mais ça, c'est, voilà, après, c'est le travail de l'ego, hein. Le travail de l'ego qui nous maintient là-dedans, qui veut surtout pas, puisque l'ego, on le sait, et le mental ne veulent surtout pas de nouveautés, ils ne veulent surtout pas d'inconnus. Donc, pour eux, ça leur va bien de nous laisser enfermer là-dedans. Donc, en nous faisant miroiter les peurs, ça nous dit surtout ne t'aventure pas quand on est contrôlé, n'aie pas confiance en les gens, n'aie pas confiance en la vie. À chaque fois que tu lâches, t'as une merde. À chaque fois que tu contrôles pas un truc, t'as une merde. Que ce soit au boulot, en amour, aussi ou là. Mais tout ça, c'est faux. En fait, c'est le cercle vicieux, je dirais même contraire. Contraire à l'abondance. Parce que, comme je disais, eh bien, en fait, on empêche ce que j'appelle la magie de la vie. Moi, c'est l'abondance, les surprises de la vie, etc. De se glisser, de s'insérer dans notre vie, de nous surprendre, de nous apporter ces fameuses surprises. On le bloque, en fait, à la racine, c'est coupé à la racine. Ça n'a aucune chance d'arriver. Et alors, depuis que j'ai conscientisé ça, que j'ai réalisé ça, et j'en parlais avec une copine justement il n'y a pas longtemps, parce que je lui disais, mais plus tu veux contrôler, ah oui, c'était par rapport à la foi, parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte aussi chez plusieurs personnes, c'est que les gens en fait veulent avoir des preuves, de choses, de fonctionnement, que ce soit des thérapies, que ce soit des médecines, que ce soit peu importe, des programmes, des formations, de la médecine sur soi, douce, quel que soit le procédé, mais n'y croient pas, en fait. Ils n'y croient pas parce qu'ils attendent la preuve, ils attendent une preuve, c'est comme l'histoire de saint Thomas, ils attendent une preuve comme quoi ça a fonctionné. Et ils veulent ça sans y croire, en fait, avec une intention de doute. Et j'en parlais justement l'autre jour avec une copine, je lui ai dit, mais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible, parce que on a discuté d'un programme, justement, c'était sur le petit boîtier Eli, sur autre chose, et il disait, je n'ai aucun résultat, je n'ai pas de résultat, et on parlait aussi d'autre chose, et comme quoi elle espérait bien qu'elle aurait des résultats avant telle date par rapport à... Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Et moi, je suis vraiment cash maintenant avec ça, mais ça me paraît tellement
évident. Mais d'abord, mets de la confiance, mais de la, comment dire, de l'intention de réussite. Le traitement, tu dois, entre guillemets, ressens-le comme si c'était fait, comme si c'était gagné, comme si c'était réussi, comme si tu étais guéri. Mais si tu doutes un seul instant, en fait, quand tu fais quelque chose, quoi que ce soit, ça a un petit peu rapport aussi avec l'effet placebo. Mais moi, je n'appelle pas ça l'effet pas placebo, moi j'appelle ça l'intention. Si tu doutes à un moment donné de quoi que ce soit, ce n'est même pas la peine de le faire. Parce que la chose la plus importante qui compte, dans n'importe quoi, dans n'importe quel traitement, dans n'importe quelle action, c'est ton intention. Elle doit être absolue et sans faille. C'est ça avoir la foi. Tu as la foi que ça va réussir, que ça va fonctionner, que ça va te guérir. Si tu as des doutes et que tu dis ah ben je sais bien, on verra au cas où, que l'univers me prouve que ça va marcher. Non mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. C'est même le contraire. C'est mets ta foi, ton intention, etc. que ça va fonctionner, ça fonctionnera. Ça c'est sûr. Moi je fonctionne énormément d'ailleurs dans tout ce que je fais de vœux, avec les bougies, avec les vœux, etc. etc. quand je vous en parle, et même quand je fais un petit talisman, un sigil ou peu importe, même juste le matin quand je me réveille pour rien, j'ai la foi que je vais passer une bonne journée. Si tu commences à te réveiller et à te dire allez, qu'est-ce qui va m'arriver encore comme merde aujourd'hui? Ah bah tu peux être sûr qu'il va t'arriver des merdes. C'est toujours la même chose en fait, de toute façon. C'est toujours la même chose. On doit mettre la foi dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on fait, pour que ça fonctionne. C'est rédhibitoire. C'est obligatoire. Voilà. Ça ne peut pas marcher à l'inverse. Voilà. C'est pas j'y crois pas, j'ai plein de doutes, j'essaye au cas où et on verra bien. Alors là, tu perds ton temps, je te le dis de suite, hein, tu perds ton temps, tu perds ton fric. Ça ne fonctionnera pas. La chose la plus importante là-dedans, c'est ta conscience, ta foi absolue, comme quoi ça va fonctionner. Voilà. Il ne faut pas le faire intéressé en se disant je le fais pour que ça fonctionne, parce que ça non plus, ça ne fonctionne pas. Si tu te dis ouais, ok, d'accord, je vais y croire pour que ça fonctionne, ça c'est du fake. Ça ne marche pas non plus. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le faire en conscience, avec ton cœur, avec vraiment ton intention, comme quoi ça va fonctionner. Voilà. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu comprends de quoi ce que je veux dire, de quoi je parle de cette manière? C'est pas en fait comme saint Thomas où on attend des preuves pour croire. Eh bien non, l'univers nous demande de croire avant, de croire, de se lancer, de faire ce fameux saut dans le vide. Et je crois que c'est vraiment ça la foi. Je vous parlerai d'ailleurs, c'est comme quand on parle de la maladie et qu'on dit qu'il faut combattre la maladie, etc., etc. Ça c'est pareil, je vous en parlerai parce que pour moi, en tout cas, je ne détiens aucune vérité, mais pour moi, il n'y a aucun combat à faire. Il y a juste de l'accueil à faire. Il y a juste de l'accueil de la maladie, de l'acceptation de la maladie et de l'amour de soi, de l'amour qu'on doit se porter. Et aucune énergie négative en fait, parce que du combat, c'est de la colère, c'est de la bataille, c'est des négativités en fait. Et ça fait pas vibrer de belles intentions, le combat. Le combat, c'est la guerre. Et la guerre, c'est la guerre. Ouais. Donc, je vous lance cette petite idée de réflexion par rapport à ça.
Et en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, cette histoire de contrôle, de maîtrise, et puis ce pouvoir de l'acceptation, de l'accueil et de foi. J'espère que ça vous parlera, que ça vous donnera des tips pour modifier plein de choses dans votre vie au quotidien en fait, parce que c'est ça le but, c'est de modifier plein de petites choses en fait dans notre vie, dans notre quotidien, et de transformer notre vie. Voilà, je vous embrasse.